Dans le business en ligne, la plupart des gens aujourd'hui fixent leur prix soit par réaction à ce qu'ils voient affiché ailleurs, soit par réaction à la peur, notamment la peur de ne pas être à la hauteur, ou la peur de ne pas vendre. On va parler de ça aujourd'hui, mais tout d'abord une petite présentation. Bonjour, je m'appelle Randa, bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'entrepreneuriat où je partage avec toi ma pratique de terrain de plus de 8 ans dans le monde du business et mes années d'expérience en tant que docteur et enseignante-chercheuse en école de commerce en France. Et si tu me connais déjà depuis ma première chaîne YouTube, tu sais que j'ai aussi un cursus en psychologie appliquée et en sociologie des organisations et c'est avec toutes ces lunettes-là que j'aborde les sujets sur ma chaîne. Si tu souhaites explorer ces thématiques, tu peux t'abonner à la chaîne et commencer par mettre un pouce et on peut rentrer dans le vif du sujet. Fixer son prix par réaction, c'est le résultat direct d'un marché dominé par deux discours qui occupent toute la place, qui crient fort et qui en réalité ne livrent aucun cadre pratique, pragmatique et utilisable. D'un côté, tu as ceux qui te répètent constamment que la valeur perçue, c'est tout ce qu'il faut pour fixer un prix, que ton problème c'est que tu sous-estimes tes prix, que tu te sous-estimes toi probablement et que tes prix sont pas assez élevés. On entend ça partout. On dit qu'il faut absolument vendre du high ticket, augmenter tes prix, que raisonner en termes de coûts ou bien en termes de temps passé ou bien de comparaison avec ce qui existe déjà sur le marché, c'est un raisonnement de salarié, c'est pas un raisonnement d'entrepreneur. Ils disent aussi que le prix doit surtout refléter la perception de valeur et par le prospect, mais pas le service, ni la compétence réelle que tu vas démontrer, ni le résultat réellement obtenu par tes clients. Que si tu vends à prix bas, c'est que tu brades ton travail et que tu ne crois pas en toi. Pas suffisamment en tout cas. De l'autre côté, tu as ceux qui vont dénoncer et qui vont pointer du doigt tout ce qui est high ticket. Ils vont dénoncer les formations en ligne et qui disent que c'est de l'arnaque. Ils dénoncent systématiquement, sans aucune nuance, sans aucun contexte, tout ce qui est dans une fourchette de prix considérée comme élevée. Et t'entends certains dire que c'est du vol, c'est de l'arnaque, c'est une bulle qui finira par exploser. Souvent, il s'agit d'un discours très moralisateur. En fait, ces deux discours contiennent chacun une part de vrai, mais aussi une part de faux. En fait, les deux camps font la même erreur en sens inverse. Je t'explique. D'un côté, tu as les pro-valeurs perçues qui parlent de marketing, qui parlent de positionnement, qui te parlent de points de douleur de ton prospect, qui te parlent de transformation perçue. Et tout ça, c'est partiellement vrai, je vais pas te dire que c'est faux. Mais justement, ils s'arrêtent au moment de la vente. Et ils te disent jamais ce qui va se passer après la vente, une fois que tu as signé avec ton client. Ils te parlent pas de ce que tu livres réellement, de la compétence que ça demande pour arriver à délivrer ce résultat. Comme si une fois que tu avais la transaction, le travail était déjà fait. Émettre un jugement moral, ça t'aide pas à fixer ton prix demain matin. Ça te dit juste qu'il y a des gens malhonnêtes, mais ça, on le sait déjà. Donc t'as pas de grille pratique exploitable, t'as aucune méthode qui tient au-delà d'un slogan. Dans cette vidéo, je souhaite remettre du sens dans tout ça. Je vais pas choisir mon camp, parce que ce n'est pas le sujet. Je vais plutôt te montrer les mécanismes à travers lesquels la majorité des entrepreneurs aujourd'hui fixent leur prix, soit par peur, soit par bravade, mais quasiment jamais par calcul stratégique et froid. Ensuite, je vais te donner une grille pour que tu arrives à fixer tes prix d'une manière cohérente pour toi et pour ton client. Les pro-valeurs perçues, ils ont raison sur un point. Le prix bas ne signale pas la qualité. Souvent, c'est même l'inverse. Un prix bas signale pas vraiment la qualité. La perception de valeur a son importance. Comprendre ce qui motive un achat, c'est la stratégie commerciale de base. Personne de sérieux ne va te dire que ces principes sont faux. Le problème, c'est que ce discours est partiel, parce qu'il s'arrête justement à la signature de la vente. Comme si l'enjeu d'un business, c'était juste la transaction en soi. Bon, la transaction, elle en fait partie. Mais comme si, une fois la carte bancaire est passée, le travail principal était déjà fait, alors que c'est là que ça commence. Comme s'il ne restait plus qu'à livrer la prestation en un claquement de doigts. Donc toute leur attention va sur le tunnel de vente, l'appel de vente, le script de vente, la page de vente, la promesse, les leviers psychologiques de la vente, la posture quand tu fais tes appels, mais quasiment rien sur ce qui se passe après la vente, une fois que tu as signé, sur la livraison réelle, sur la qualité du résultat, sur ce que le client va vivre et ressentir dans 6 mois qui suivent, dans quelques années qui suivent, sur ce qu'il va concrètement recevoir de toi. De l'autre côté, tu as tous les accusateurs qui voient bien qu'il y a un grand problème dans ce business model du high ticket. Il y a effectivement une partie du marché où les gens vendent vraiment très cher des choses qui tiennent pas debout, surtout dans le marché du coaching, et c'est un fait observable et bien réel, mais le diagnostic qu'ils tiennent, notamment c'est de l'arnaque, ou bien c'est immoral, ou c'est pas bien, ou bien c'est du vol, tout ça, c'est un diagnostic qui est inutilisable. Ça t'aide pas à fixer tes prix.
parce que il ne distingue rien. Il va juste mettre dans le même sac tous les business à prix élevé. Il te permet pas vraiment de comprendre pourquoi certains accompagnements à 5 000 € peuvent tenir 10 ans et peuvent créer des clients fidèles, pendant que d'autres, au même prix, vont s'effondrer en 6 mois. Le moralisateur n'arrive pas à lire cette différence et à poser une nuance dans sa réflexion. Il va juste dénoncer tous les prix élevés. Il va traiter de suspect tout en soulignant qu'un prix bas serait plus honnête. Ce qui est faux. Ce raisonnement est faux, structurellement faux. On a d'un côté un discours qui survalorise la transaction, donc la valeur perçue, et de l'autre un discours qui condamne en bloc sans rien expliquer, sans apporter d'alternative. Et entre les deux, personne ne pose la vraie question. Qu'est-ce qui rend un prix soutenable dans la durée? Comment je peux fixer mes prix? Alors, je suis pas en train de dire que t'as pas le droit de vendre cher. C'est pas ce que je suis en train de dire, parce que la réponse est simple. Oui, t'as le droit si tu veux. Mais si tu le fais d'une manière arbitraire, tu vas droit dans le mur. Et même si certains ne jurent que par la méthode d'Alex Hormozy, sa méthode est pertinente, certes. Mais la plupart des gens s'arrêtent à mi-chemin, sans aller au-delà de l'évaluation subjective de la valeur perçue. Le business n'est pas une succession de transactions réussies. Si tu veux vraiment construire une activité pérenne sur le moyen et long terme, qui a la capacité de tenir le temps, et un prix qui tient pas dans la durée, peu importe à quel point il a été bien vendu sur le moment, il va finir toujours par s'effondrer, pour des raisons purement mécaniques et structurelles. Et je vais t'expliquer pourquoi. Il y a 3 mécanismes invisibles qui font que certains business à prix élevé se renforcent avec le temps et que d'autres se fragilisent avec le temps. Le premier mécanisme, c'est l'arbitrage temporel. Et pour comprendre ce qui se passe sur le marché aujourd'hui, il faut le voir clairement. Quand tu vends à prestation élevée, il se passe 2 choses qui ne sont pas synchrones dans le temps. La première, c'est la décision d'achat. Le client signe. Il a été convaincu par ton discours, par la promesse, parce qu'il a perçu de toi, par le marketing et par le positionnement. À ce moment-là, il est satisfait, certes. Il n'a encore rien reçu, il n'a encore rien vu, mais il est dans un état d'anticipation positive. Il a payé, donc il croit ce qu'il vient d'acheter. C'est de la dissonance cognitive de base qui concerne tous les humains. Ensuite, il y a la livraison réelle qui va se déployer pendant des semaines, voire des mois, voire plus pour certaines prestations. Le client commence à utiliser ce qu'il a acheté. Il commence à mesurer. Il va comparer ce qu'on lui avait promis avec ce qu'il reçoit vraiment. Et c'est seulement à la fin de ce processus qu'il sait ce qu'il a acheté, valait ce qu'il a payé ou pas. Ce qui veut dire qu'entre le moment de la vente et le moment où la réputation commence à se former dans la tête du client, il y a un délai. Le délai pendant lequel un vendeur peut continuer à vendre à d'autres personnes comme si tout allait bien, alors que les premiers clients qui se sont fait avoir. Et je vais te donner un exemple concret, et je te le donne parce que ça m'est arrivé à titre personnel en tant que cliente. Il y a quelque temps, j'ai payé une coach business, du high ticket au sens strict. Pour moi, c'était un investissement vraiment conséquent à l'époque. Et au moment de signer, j'étais contente et très optimiste. La promesse était claire, le marketing était bien fait. En plus, on a eu un très bon contact au niveau humain au début, parce qu'il s'agit d'une personne vraiment très charismatique. Et pendant les premières semaines, j'étais encore satisfaite. Je voyais que le bon côté des choses, même si je commençais déjà à voir quelques red flags. Mais j'ai toujours voulu rationaliser. Vous connaissez le biais cognitif, the sunk cost fallacy, ou en français, le biais des coûts irrécupérables. J'essayais de m'auto-convaincre que c'était bien, qu'il fallait pas que je voie à ses côtés. Donc je l'ai un peu idéalisé, je l'avoue. Mais progressivement, semaine après semaine, j'ai commencé à voir l'écart entre ce qui m'avait été promis au départ et ce que je recevais réellement et concrètement. Et avec le recul, j'ai fini par comprendre que sur plusieurs des sujets qu'elle prétendait m'apprendre, j'étais en réalité bien plus compétente qu'elle, notamment sur l'aspect copywriting, système, page de vente, rédaction de l'offre. Mais ça, je pouvais pas le savoir au moment où j'ai signé avec elle. En fait, je t'en parle pas pour dénoncer, mais plutôt pour te dire ce qui peut arriver à tes clients si jamais ton prix est déconnecté de la livraison. Si tu ne penses que high ticket, parce que tu veux entendre le discours ambiant et tu mets des prix élevés qui sont déconnectés de la livraison. Parce que ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai perdu confiance en cette personne. Au début, j'étais vraiment très motivée pour collaborer avec elle sur le long terme. J'allais renouveler mon contrat. Donc, j'allais m'investir davantage avec elle. Et malheureusement pour elle, elle a perdu
une cliente fidèle, une très très bonne cliente fidèle. J'ai pas continué. Vendre du high ticket sans substance, basé uniquement sur la perception de valeur et les points de douleur du client, c'est du non-sens à mon avis et un pari sur le délai. Le pari que tu pourras encaisser suffisamment de transactions sur le moment avant que la mauvaise réputation ne te rattrape. Ce pari, il y a 20 ans, il pouvait encore tenir parce que les clients insatisfaits avaient peu de moyens de se faire entendre. Le bouche à oreille était lent et surtout local et très limité. Tu pouvais donc vendre une prestation médiocre à un client à Lyon, par exemple, et continuer à vendre dans une autre ville tranquillement, pendant des années encore, sans que cette réputation ne te rattrape. Mais aujourd'hui, ce délai s'est effondré, c'est plus possible. Parce qu'un client mécontent, il peut écrire un commentaire sous une vidéo, il peut faire un thread sur les réseaux sociaux, il peut déposer un avis négatif sur Trustpilot, il peut en parler dans un groupe Facebook qui rassemble exactement ta cible. Et cette information, elle circule à une vitesse qui n'a rien à voir avec ce qui existait avant. La fenêtre temporelle pendant laquelle tu peux exploiter l'écart entre la vente et la réputation s'est réduite drastiquement. Warren Buffett, d'ailleurs, disait qu'il faut 20 ans pour construire une réputation et 5 minutes pour la détruire. Et cette phrase, à l'époque, où il l'avait prononcée, elle parlait d'un horizon à long terme. Aujourd'hui, les 5 minutes commencent déjà à courir dès les premiers instants. Les premiers instants, c'est la première livraison décevante. Mais il y a un cadre économique qui va encore plus loin que cette intuition. Dans les années 70, l'économiste George Akerlof a publié un article qui est devenu une référence qui lui a valu à l'époque le prix Nobel, The Market of Lemons. Akerlof a démontré que sur un marché où l'acheteur ne peut pas évaluer vraiment la qualité avant l'achat, les vendeurs malhonnêtes finissent toujours par chasser les vendeurs honnêtes. Parce que l'acheteur, ne pouvant pas distinguer le bon du mauvais, va ajuster son prix sur une sorte de moyenne, ce qui rend le marché de moins en moins viable pour ceux qui livrent vraiment de la qualité. C'est exactement ce qui s'est passé sur le marché du business en ligne et des formations en ligne et de l'accompagnement haut de gamme pendant plusieurs années. Les acheteurs ne pouvaient pas évaluer à l'époque avant d'acheter. Donc, ils se fiaient uniquement aux promesses, aux témoignages et au marketing. Et va savoir si ces témoignages sont vrais ou fake. Et le marché a été massivement pollué. Sauf qu'Akerlof a écrit son article à une époque où la circulation de l'information était vraiment très lente et surtout limitée. Aujourd'hui, le mécanisme s'inverse complètement. L'information sur la qualité réelle se diffuse à une vitesse fulgurante. Ce qui veut dire que la pollution du marché finit par se retourner contre ceux qui l'ont créé. Le pari temporel devient donc statistiquement perdant. Le high ticket sans substance était une stratégie économiquement viable dans un certain régime informationnel et ça tenait il y a quelques années. Ce régime a changé aujourd'hui. Et la stratégie qui en dépendait est en train de s'effondrer avec lui. Tout entrepreneur devrait mesurer son business avec une seule métrique principale. Et ce n'est ni le chiffre d'affaires, ni le taux de conversion, ni la taille de l'audience, c'est plutôt le taux de retour client, la fidélisation. C'est le deuxième mécanisme dont je veux te parler. Quand tu regardes un business de l'extérieur ou bien quand toi-même tu regardes le tien, qu'est-ce que tu mesures en premier ? Le chiffre d'affaires du mois, le nombre de ventes, la marge, le taux de marge, le taux de conversion, la taille de l'audience sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça peut se mesurer facilement avec tous les outils qu'on a à disposition. Ça peut être affiché facilement et ça peut être mis en avant sur les réseaux sociaux. C'est le tableau de bord standard de l'entrepreneur en ligne. Mais ces métriques ne disent pas si ce que tu vends est réellement bon ou pas. Elles te disent juste si tu sais vendre. Or, vendre et délivrer, ce sont deux compétences distinctes. Et beaucoup de gens, dans le marché actuel, ont développé une seule compétence, plus que d'autres. En fait, soit ils savent vendre, mais ils délivrent mal, soit ils sont techniquement très compétents dans leur métier, donc ils savent très bien délivrer, mais ils savent pas vendre. Les deux aspects sont problématiques, mais selon moi, la métrique qu'on peut pas hacker, c'est vraiment le retour client. Est-ce que tes clients reviennent ? Est-ce qu'ils achètent une deuxième fois ? Une troisième fois ? Est-ce qu'ils restent fidèles ? Est-ce qu'ils recommandent tes services à des gens qu'ils connaissent personnellement en mettant leur propre crédibilité en jeu en parlant de toi ? Cette métrique, elle peut jamais être gonflée par le marketing. Tu peux pas faire revenir un client qui a été déçu. Tu peux pas le forcer à recommander quelqu'un en qui il n'a plus confiance. La fidélisation, c'est le test honnête parce qu'elle se fait après
que la promesse a rencontré la réalité. Elle se fait quand le client sait qu'il a vraiment été déçu. Le professeur Peter Drucker, qui est probablement le penseur du management le plus important du XXe siècle, a écrit une phrase que tout entrepreneur devrait avoir en tête, et d'ailleurs je te suggère de la noter. Il disait que la finalité d'une entreprise, ce n'est pas seulement de faire du profit, mais plutôt de créer un client. Pas de générer une transaction, de créer un client, c'est-à-dire quelqu'un qui revient, quelqu'un qui en parle, dont la relation avec toi devient un actif durable de ton business. Donc je parle d'actif. Et cette distinction, elle change tout, parce que faire une vente, c'est un événement ponctuel. Mais créer un client, c'est quelque chose de cumulatif. Et c'est là que réside la différence entre deux entrepreneurs qui se ressemblent au niveau du chiffre d'affaires affiché et des prix. Tu peux avoir deux personnes qui font chacun de leur côté 10 000 euros par mois. L'une, elle fait 10 000 euros avec 10 nouveaux clients chaque mois, et qu'il faut aller chercher un par un à chaque cycle, mais qui ne reviennent jamais. L'autre, elle fait ses 10 000 euros, mais avec un mélange de nouveaux clients et d'anciens clients qui recommandent les services et dont certains sont là depuis plusieurs années. De l'extérieur, on a les mêmes chiffres, mais à l'intérieur, on a deux réalités totalement différentes. Le premier court derrière l'acquisition en permanence. Son business, c'est une roue qu'il doit faire tourner sans arrêt. Mais le jour où il ralentit, tout s'arrête. Le second, en revanche, il construit un actif durable, parce que chaque client satisfait devient un multiplicateur silencieux pour les ventes futures. Et ce que ça veut dire pour la question du prix, c'est l'idée suivante. Un prix ne génère pas de retour client, est un prix qui te condamne à recommencer à zéro à chaque fois. Peu importe à quel point il est élevé sur le moment. C'est pas un business que tu es en train de construire si tu te bases uniquement sur le critère de la valeur perçue et tu es content et tu as un shoot de dopamine et d'adrénaline quand tu arrives à signer la vente. Tu es juste en train de faire des transactions successives qui vont s'additionner mais qui ne vont jamais produire un effet cumulatif et quelque chose de plus grand qu'elle. Le prix juste, dans cette logique, c'est pas le prix le plus élevé que tu peux extraire d'un client en une seule transaction. C'est plutôt le prix qu'un client satisfait reviendrait payer en conscience et en étant content de le faire. Parce que il n'était pas déçu. Parce que tu as réussi à livrer ce qu'il attendait. Voire tu as réussi à surpasser ses attentes. Tu as su tenir le cadre et tu as été à la hauteur de sa promesse. Et c'est ça qui va transformer une transaction isolée en une relation client durable et par conséquent en un actif sur le long terme. Le troisième mécanisme dont je veux te parler aujourd'hui, et à mon avis c'est le plus déterminant sur le long terme, c'est l'asymétrie qui s'inverse. Et il faut un peu de patience pour le voir parce qu'il agit dans une zone que la plupart des entrepreneurs n'ont pas appris à regarder parce qu'on vit dans une époque de l'accélération, de la gratification immédiate, mais on pense pas sur le long terme. Notamment le côté caché du calcul. Quand tu fais un business, il y a deux côtés à toute opération. Il y a le côté visible, c'est-à-dire ce que tu gagnes quand ça marche, et le côté caché, c'est-à-dire ce que tu perds quand ça ne marche pas. Le marketing classique t'apprend à optimiser uniquement le premier côté, c'est-à-dire vendre plus cher, signer plus de clients ou bien augmenter ta marge. Tout l'enseignement courant sur le high ticket s'est concentré uniquement sur ce côté. Comment tirer le maximum de chaque vente, de chaque transaction. Chaque transaction devient une source de shoot d'adrénaline et de dopamine et ça devient carrément addictif. Mais il y a un autre côté qui fonctionne selon une logique complètement différente. Quand un client est satisfait, il rapporte une vente, notamment la sienne, et si tu as de la chance, il en amène 2 ou 3 autres, mais aussi pas seulement d'autres personnes, mais les siennes. C'est un gain qui va s'additionner lentement. En revanche, quand un client est insatisfait, ce qui se passe n'est pas symétrique. Il va te coûter des dizaines de ventes futures. Il y a un potentiel de gain futur que tu n'auras jamais, parce qu'il va jamais te recommander, parce qu'il peut aussi parler de toi négativement à son entourage ou en ligne, donc il risque aussi de t'atteindre négativement. Son avis peut circuler dans des cercles que tu ne peux même pas voir. Tu ne sauras jamais combien de clients potentiels t'as perdu juste à cause de lui, mais ils existent. Un business construit sur la valeur perçue sans la substance qui la justifie est un business fragile. Il a l'air solide de l'extérieur tant que rien ne casse sur le moment, pas encore en tout cas. Le jour où ça casse, par exemple, un client mécontent qui en parle, ou un thread qui prend sur un forum ou un réseau, ou un témoignage qui se retourne contre toi, l'effondrement est disproportionné par rapport à ce qui l'a initialement déclenché. Parce que le côté caché du calcul va s'accumuler silencieusement pendant des années. Et ça devient soudainement visible, mais sur le moyen et long terme. Et c'est irréversible. Un business construit sur une livraison réelle, donc la qualité,
donc pas uniquement sur la valeur perçue, c'est un business pérenne. Un client satisfait, c'est un nœud stratégique dans un réseau qui va te porter beaucoup plus loin que ce que tu ne crois. Les retours qualité vont s'ajouter progressivement à un capital qui ne se voit pas tout de suite dans tes chiffres mensuels peut-être, mais qui te rend de plus en plus difficile à déloger avec le temps, surtout au milieu de tout ce bruit ambiant. Sur le court terme, notamment 6 mois ou 1 an, un business à valeur perçue gonflée peut afficher de meilleurs résultats, certes, qu'un business à livraison solide. C'est mathématique parce qu'il extrait plus par transaction et il n'a pas encore commencé à payer le prix réel de son côté caché. Mais sur le long terme, 5 ans, 10 ans, 15 ans, le rapport va s'inverser. Le premier modèle accumule de la dette réputationnelle jusqu'au moment où elle devient significativement écrasante. Le second, en revanche, va accumuler des actifs invisibles jusqu'au moment où ils deviennent un avantage compétitif que les autres concurrents auront du mal à rattraper. Alors juste pour clarifier les choses et nuancer ma pensée, le high ticket n'est pas un mauvais business model au sens moral, mais c'est plutôt un mauvais choix temporel s'il est basé uniquement sur la valeur perçue, sans substance solide, parce qu'il va optimiser un horizon à court terme au prix d'un horizon à plus long terme. Si on fait le calcul réel en intégrant les deux côtés, c'est un calcul perdant. Parce que les questions à te poser pour savoir si ton prix tient debout ou s'il est juste un chiffre que tu as posé parce que tu as vu d'autres le faire ou parce que tu as eu peur ou parce que c'était par réaction ou parce qu'il fallait montrer que tu oses. Alors j'ai quelques questions à te poser pour t'aider à déterminer ton prix d'une manière juste. Première question, qu'est-ce que ça t'a coûté à toi d'être en mesure de produire ce résultat? Pas en temps de prestation, mais en temps d'acquisition de la compétence. Combien t'as investi en formation, en erreur, en client que t'as raté au début, en version de ton offre que t'as dû abandonner plusieurs fois? Cette question, elle répond à un point que les pros valeurs perçues refusent d'examiner aujourd'hui. Un prix doit refléter une compétence réelle, pas une compétence revendiquée ou plaquée. La compétence réelle, elle a un coût. Et si ce coût n'existe pas, si tu vends à 5 000 € une chose que tu as appris dans une formation de 3 semaines, ou tu vends un parcours à plusieurs milliers d'euros parce qu'une coach t'a dit que la vente authentique, c'est vendre ton parcours de résilience, ton prix repose juste sur du vide. Pas moralement, je suis pas en train de parler sur le plan moral, mais vraiment économiquement. Et ça te dessert. Tu ne pourras pas tenir ce prix sur le long terme parce que tu n'as pas la profondeur requise et nécessaire pour livrer ce que tu vends. Donc, ça tient pas sur le long terme. Deuxième question, qu'est-ce que ce résultat génère ou bien économise concrètement chez ton client? Et je ne veux pas de promesses vagues, je veux pas juste que tu me dises transforme ta vie, je veux une grandeur réelle de ce que tu peux estimer. Si tu accompagnes des entrepreneurs à passer de 3 000 à 8 000 € par mois, le résultat peut se chiffrer. C'est 5 000 € par mois, donc 60 000 € l'année si la transformation tient, si c'est solide. Si tu veux gagner du temps, combien d'heures multipliées par quel taux horaire? Si tu évites une erreur coûteuse, combien aurait coûté cette erreur? Cette question, c'est celle que les anti-high ticket refusent de poser aujourd'hui, parce qu'ils raisonnent en termes de prix absolu. Mais un prix n'est jamais absolu. Il est toujours en rapport avec ce qu'il produit concrètement. 1 000 € pour un résultat qui en génère 300, c'est trop cher. 20 000 € pour un résultat qui en génère 200 000, c'est probablement bon marché. Troisième question, et c'est la plus exigeante. Est-ce que ce client, après avoir reçu ce que tu lui as vendu, reviendrait payer ce prix-là en conscience? Pas est-ce qu'il signerait sous l'effet de la promesse, ou bien de ses points de douleur, ou parce qu'il est sous ton charme? Est-ce qu'il reviendrait en sachant ce qu'il sait maintenant? C'est cette question qui va réconcilier le coût d'acquisition de la compétence, la valeur économique du résultat, et la visibilité long terme de ton business. C'est ça qui devrait remplacer le débat actuel sur le prix dans le business en ligne, parce qu'à mon sens, il est juste mal posé. Je parle du cadre, et pour en sortir, il faut être plus pragmatique et arrêter de fixer ses prix par réaction, notamment la réaction au marché ou à ce que font les autres, ou bien par réaction à la peur de pas être à la hauteur, ou bien la peur de se faire avoir, et commencer à fixer tes prix par un calcul beaucoup plus stratégique et plus froid qui intègre ce que ta compétence t'a réellement coûté, ce que ton résultat produit, et ce qu'un client lucide aujourd'hui accepterait de payer une seconde fois, voire une troisième fois. Ce que je viens de t'expliquer dans cette vidéo, notamment l'arbitrage temporel, la fidélisation comme métrique pertinente
et l'asymétrie qui s'inverse. C'est exactement le type de raisonnement que personne ne t'apprend nulle part, même pas dans les écoles de commerce, qui restent loin aujourd'hui des réalités du business et de l'entrepreneuriat. Je sais de quoi je parle parce que j'y ai enseigné pendant des années et tu peux pas apprendre ça dans les contenus d'alignement vibratoire qui esquivent les questions économiques essentielles et qui restent sur une dimension assez abstraite au final. C'est pour ça que j'ai créé le Randa Business Lab, qui est un espace pour les entrepreneurs qui veulent apprendre les vraies compétences opérationnelles et procédurales du business. Le lien pour rejoindre la liste d'attente est en description. Et si tu as compris cette vidéo, il y a aussi une question qui vient juste après, c'est-à-dire à quel palier de ton business tu te situes vraiment aujourd'hui et qu'est-ce qui te bloque pour passer au palier suivant. Je décortique ça point par point dans la vidéo sur les 3 paliers du business. Ça va beaucoup t'aider et c'est probablement la suite logique de ce que tu viens de regarder. Elle va apparaître ici quelque part sur l'écran de fin. Merci beaucoup et à bientôt.